Alors là, ce que je peux te dire, c'est que les journalistes de l'association des correspondants de la Maison-Blanche font vraiment en sorte de communiquer à l'équipe de transition de Donald Trump qu'il serait très important de pouvoir garder un pool, donc le pool de journalistes. Donc ici, c'est les journalistes qui suivent le président dans tous ses déplacements. C'est-à-dire que quand il est à la Maison-Blanche, par exemple, s'il va faire un déplacement, il y a les journalistes du pool, qui sont de pool cette semaine-là ou ce jour-là, qui vont avec lui, qui se déplacent aussi. Alors moi, maintenant, j'ai réussi à rentrer dans le pool en faisant partie des correspondants de l'association des correspondants étrangers de la Maison-Blanche. Et donc, du coup, par exemple, quand je suis de pool, en général une fois par mois, parce que pareil, ça tourne, si je suis à la Maison-Blanche ce jour-là et qu'on nous dit, bon, bah voilà, dans une demi-heure, il va faire une déclaration. Donc on n'est qu'à peine une dizaine voilà, à le suivre, entre les photographes, les journalistes américains de pool, la journaliste ou le journaliste étranger de pool, et voilà. Il y a toujours des journalistes de pool qui le suivent dans tous les déplacements. Et ça, c'est depuis des décennies que les présidents américains se font suivre. Je crois que c'est depuis l'assassinat de George Fitzgerald Kennedy. Et donc, ça serait une première. Et d'ailleurs, Donald Trump a accepté, lors de son premier mandat, il y avait des journalistes de pool, notamment Jim Acosta de CNN, dont on a beaucoup entendu parler. Et du coup, là, il y a vraiment je crois, une crainte qu'il n'accepte pas forcément des journalistes qui le suivent dans tous ses déplacements professionnels, ce qui serait, oui, une première historique et ce qui serait très compliqué. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements ? Emballés. Mes bouquins ? Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Albert Londres a dit « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » Dans cet épisode de French Expat, je vous invite à découvrir un parcours absolument fascinant, celui d'une journaliste française accréditée à la Maison-Blanche. J'ai nommé Sonia Dridi. De ses débuts en Égypte pendant la Révolution de 2011, où elle s'est engagée à rapporter la vérité au cœur de l'instabilité, jusqu'à son rôle auprès des administrations Trump et Biden, Sonia nous livre un témoignage absolument captivant. Et comme nous sommes à quelques jours à peine de l'inauguration, de l'investiture de Donald Trump comme le 47e président des États-Unis, eh bien j'ai pensé que vous aimeriez vous aussi plonger dans l'univers de la Maison-Blanche en compagnie de Sonia Dridi. Entre résilience, passion et engagement pour une information authentique, je vous invite à découvrir ma conversation, une conversation qui éclaire sur les coulisses du journalisme international et sur les défis de transmettre l'histoire en devenir. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Allez c'est parti, let's go to Washington DC. Alors, je m'appelle Sonia Dridi, je suis journaliste correspondante à Washington depuis l'été 2015, après avoir passé près de 5 années en tant que correspondante en Égypte. Et voilà, je suis maman aussi de 2 petits garçons, donc c'est assez sport, mais c'est sympa. Ils ont quel âge tes enfants ? Ils ont 4 ans et demi et 15 mois. Ah oui, donc c'est sport comme il faut, ouais. Ouais, c'est... Eh ben, bienvenue Sonia dans French Expat. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. D'autant plus, là, on est quelques semaines après le scrutin de novembre qui n'a pas dû te laisser beaucoup de répit. La couverture de la présidentielle. Tu le disais, tu es correspondante à Washington. Tu es accréditée à la Maison-Blanche aussi. Ah oui. Je suis accréditée à la Maison-Blanche. Un autre détail que j'ai laissé de côté, qui n'est pas un détail aussi, c'est que je suis correspondante indépendante, freelance, comme on dit ici aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que je travaille pour plusieurs médias.
que j'ai pas forcément j'ai pas vraiment de contrat, voilà, je suis pas en CDI ou enfin c'est tellement compliqué en fonction des médias et des pays quand on est correspondant, mais en tout cas, je peux travailler pour plusieurs médias. Je suis payée en général à la pige, donc j'ai pas de congés payés, j'ai pas plein d'avantages, mais bon, j'ai un avantage depuis des années pour moi, c'est vraiment la liberté de pouvoir m'organiser, la liberté de pouvoir traiter les sujets que je veux. Et donc, et en effet, depuis quelques années, je suis accréditée à la Maison Blanche et je fais partie du groupe des correspondants étrangers de la Maison Blanche. On est une petite dizaine. Et c'est là, en fait, c'est surtout faire partie de ce groupe qui, en tant que journaliste étranger, donne un accès plus important à la Maison Blanche. Trop bien. Écoute, on va revenir sur tout ça. J'aime bien, moi, procéder de manière chronologique parce que je trouve que c'est plus facile pour s'accrocher, pour suivre un peu ton histoire. Tu nous le disais, ça fait du coup 9 ans que tu es aux États-Unis. Avant ça, tu étais en Égypte. Tu as couvert d'ailleurs les révolutions de 2011 en Égypte, c'est ça? Oui, en fait, je suis partie donc j'étais en fait à France 24 Paris à cette époque. Donc je suis toujours l'une des correspondantes de France 24 ici. Et donc à l'époque, j'étais à Paris, j'adorais ma petite vie parisienne, tout allait bien. Puis je me suis dit que voilà, j'avais vraiment envie de faire du terrain. Je sortais d'école. Je pense qu'à l'époque, je devais avoir 24 ans, 24-25. Et je savais que pour faire du terrain, en fait, j'avais pas envie d'attendre 10 ans dans une rédaction en France ou même 15 ans pour ensuite pouvoir enfin avoir un poste à l'étranger. Parce que ça se gagne à l'ancienneté, tu veux dire? Oui, par exemple, c'est maintenant, heureusement, les choses changent un peu, mais déjà, surtout à l'époque. Ouais. Donc maintenant, oh là là, ça fait presque 15 ans. Parce qu'à l'époque, c'était en 2010. Et c'est vrai que, par exemple, les correspondants qui étaient à Washington jusqu'à récemment, c'était souvent, bon, déjà, beaucoup d'hommes, de plus en plus de femmes, mais à la base, beaucoup d'hommes, je pense qu'il va y avoir au moins la quarantaine. Donc, c'était quand même, et puis à l'époque, alors, je ne visais pas du tout Washington, je visais plutôt le Moyen-Orient, mais bon, pour avoir un poste, par exemple, avec les grands médias français, un poste de correspondant permanent avec tous les avantages, etc., oui, il faut attendre des années et je n'avais pas du tout envie d'attendre des années. Et d'ailleurs, je me dis que maintenant, c'était très bien que je le fasse jeune parce que j'ai fait plein de trucs que je serais incapable de faire maintenant. Et du coup, en fait, j'ai postulé il y avait une ouverture, donc j'ai dû postuler en fin 2010, donc avant la révolution en Égypte. Je connaissais un petit peu l'Égypte, notamment parce que déjà à l'époque, en fait, vraiment, j'essayais d'avoir le plus d'expérience possible dans le journalisme. Et donc, par exemple, à un moment, j'étais déjà à BFM en apprentissage à l'école journaliste, c'était avec l'école journaliste de Sciences Po. Mais dès que j'avais des vacances, j'essayais de faire des stages. Et j'en avais notamment fait un stage à Reuters Dubaï. Et ensuite, j'avais rencontré une super collègue égyptienne qui m'avait dit: «Ah, mais tu sais, le bureau de Reuters au Caire, voilà, il y a plein de possibilités, il est grand». Donc après, j'avais fait un stage à Reuters au Caire et j'avais adoré mon expérience en Égypte. Je pense que ça devait être 2008, je suis un peu perdue dans les années, mais à peu près. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ce poste qui s'ouvrait à France 24 en fin 2010, j'ai dit: «Super, enfin, c'est mon occasion de faire du terrain». Ouais. En plus, j'ai déjà des contacts parce que je me suis fait pas mal d'amis là-bas pendant mon stage. Excellent, bon, je vais faire des reportages vraiment sur ce qui m'intéresse à la base et ce qui m'intéressait vraiment à l'époque. Des géopolitiques Non, du tout. Enfin, oui, mais surtout, non, des reportages, je me disais, sur les femmes, sur l'économie. Enfin, c'est vraiment, moi, à la base, c'est marrant parce que je fais beaucoup de politique depuis que ça soit en Égypte ou maintenant, mais c'est vraiment les gens, quoi. Donc, je me disais, ça va être passionnant. Donc, je vais partir. Et donc, j'ai postulé. Je l'ai eu, mais je pense que je l'aurais pas forcément eu si France 24 savait qu'il y allait avoir la révolution, parce que en effet, j'ai eu, je pense, à la veille de Noël, j'ai eu la veille de Noël 2010, j'ai eu donc une réponse positive pour être envoyée en tant que correspondante. Donc je pense que j'avais 25 ans à l'époque. Joli cadeau. Et voilà, super. Et ensuite, il y a eu donc d'abord la Tunisie. Et alors là, je me suis dit, comme mon père est d'origine tunisienne, que c'est vraiment aussi la Tunisie en allant là-bas depuis très petite, ce qui m'a donné envie d'être journaliste. D'accord. Au début, je me suis dit, est-ce que je change? Et en fait, à l'époque, du coup, il y avait déjà quelqu'un qui venait d'avoir le poste en Tunisie. Et puis moi, je me suis dit, bon, l'Égypte, que je connaissais un peu, et c'est tellement un pays
grand, qui aura tellement de choses à faire. Et puis en plus, c'est là où il y a le siège de la Ligue arabe. C'est un rôle régional Ouais, aussi. oui, c'est ça. L'Égypte, on le voit d'ailleurs dans les crises aussi et dans les guerres entre Israël et le Hamas depuis des années. L'Égypte joue un rôle médiateur. Donc j'ai notamment travaillé là-dessus. Et donc du coup, bon, je me suis dit bon, l'Égypte c'est très bien, mais et ensuite, en fait, quelques semaines après, il y a eu la révolution en Égypte. Donc là, j'étais un peu, Au mais en cœur, fait, je m'attendais pas. Ouais, mais puis aussi, je m'attendais pas du tout à partir dans ce contexte-là. Surtout que quand on part en tant que correspondant de France 24 à l'époque, maintenant les choses ont un peu changé et tant mieux. Mais du coup, ça me concerne pas. Mais à l'époque, il fallait en fait partir en tant que indépendante. Ouais. Ah oui, donc En fait, c'est comme ça que je suis devenue Ouais. indépendante. Et tu n'as aucun soutien, en fait, à part que tu es garantie d'avoir du travail avec ce média. Mais du coup, il fallait que je monte une boîte de prod. Alors moi, moi, je voulais être journaliste, je voulais pas du tout m'embêter. C'est-à-dire En plus, pour monter, pour filmer, pour tout ça, ouais, tu veux dire? voilà, pour tout ça. En D'accord. fait, c'est toi qui dois te débrouiller. Vraiment, tu pars. Et donc, c'était un challenge immense en plus d'arriver en pleine révolution. Et donc, heureusement que je connaissais un petit peu et que j'avais déjà des contacts. Et en fait, à peine arrivée, bah oui, j'ai dû trouver des caméramans. Heureusement, je montais. Enfin, ça a été honnêtement la folie. Mais en fait, moi qui voulais faire du terrain, j'ai été servie. Évidemment, ça a été une expérience extraordinaire. Extraordinaire parce que, même si très difficile parfois, Ce que j'allais dire, parce que ça a dû être aussi particulièrement difficile, et un peu terrifiant aussi. Enfin, être une femme au cœur de ces révolutions, il y a pas mal d'histoires qui ont émergé. ouais, ouais. Alors au départ, enfin oui, en fait au départ c'était vraiment l'euphorie parce que c'était plutôt positif et puis tous ces jeunes, certains que je connaissais, qui faisaient partie des activistes phares de la place Tahrir, ces familles, enfin et en fait j'ai commencé à passer, c'était un espèce de rituel. Bah en fait pendant des années j'ai pas eu de week-end déjà avant ça, mais et en fait le vendredi c'était les manifestations place Tahrir et le samedi je passais aussi toute la journée sur France 24 à parler de ce qui s'était passé la veille. Et évidemment, au fur et à mesure, malheureusement, il y a eu des épisodes, enfin déjà au moment de la Révolution, il y a eu des épisodes très violents. Moi, quand je suis arrivée, en fait, oui, j'ai oublié de préciser ça, moi je suis arrivée, le temps de préparer justement mon voyage, enfin justement notamment une structure pour que je puisse arriver et travailler. Je suis arrivée juste après que Moubarak soit destitué. C'est pour ça que je dis que je suis arrivée dans une sorte d'euphorie, etc. Et puis évidemment, voilà, très vite, ça s'est compliqué. Oui, les femmes, il y a eu beaucoup d'histoires. Bon, moi, j'ai eu aussi malheureusement une histoire d'harcèlement en fait, j'ai été sauvée entre guillemets par mon collègue de France 24 aussi à l'époque. Donc heureusement qu'il était là et qu'on a réussi finalement à s'en sortir. En fait, et lui aussi. Enfin, Au cœur des manifestations, tu veux dire? Oui, c'était en 2013 ou en 2012, excuse-moi, 2012. Du coup, ça c'était plus d'un an et demi après mon arrivée. Donc ça c'était. Mais en fait, en arrivant, oui, j'ai travaillé là-dessus. Il y avait notamment le cas de Lara Logan qui était vraiment terrible. Lara Logan qui est maintenant d'ailleurs une très proche de Donald Trump. Enfin, quand on suit un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est complètement hallucinant. Donc une journaliste de CBS à l'époque. Et donc oui, moi, ça a été plus tardivement. En effet, au fur et à mesure du temps, l'ambiance est vraiment devenue plus délétère. Et donc j'ai notamment eu ce malheureux épisode. Mais du coup, que j'ai décidé en fait, moi, j'ai échappé belle, on va dire. Et du coup, j'ai décidé de faire un documentaire sur ce sujet. Donc, tu as réalisé un documentaire? Voilà, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Harcèlement sexuel, un mal égyptien, parce que vraiment, à l'époque, c'était très spécifique à l'Égypte. Et c'est pour plein de raisons que j'explique dans le documentaire. Et donc, j'ai notamment suivi une jeune femme qui avait une histoire terrible et essayé de comprendre voilà, pourquoi en Égypte, c'était un mal si présent. Déjà, avant la Révolution, moi, j'en avais conscience puisque j'avais déjà vécu là-bas. Mais c'était vraiment quelque chose, parfois c'était notamment instrumentalisé sous Moubarak aussi pour faire fuir les manifestantes, mais il y a plein d'autres raisons et donc j'ai été parler à des pères, à des policiers, à un salafiste, à Bassem Youssef aussi, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Enfin, lui, il apparaissait dans mon documentaire, mais pour une vidéo. Et notamment, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis fait une de mes meilleures amies égyptiennes, une jeune femme qui
avait créé les bodyguards, les gardes du corps de la place Tahrir, D'accord. qui en fait étaient des femmes et des hommes qui, au fur et à mesure, se sont organisés pendant les manifestations pour protéger les manifestants. Donc ça, D'accord, c'était ok. vraiment... voilà, donc tout ça, voilà, ça, j'en ai fait un documentaire. Tu l'as fait Mais pour donc, France c'est- 24 du coup ou de manière complètement Ça, c'était indépendante pour France ou- 24. Ok. Non, ça, c'était pour France 24. C'était Ok. un 26 minutes. D'accord. Voilà. Et du coup, et voilà, ça, c'était un gros épisode et malheureusement, un gros fléau. C'est les années où j'y étais. Et maintenant, avec le retour de la dictature et il y a eu des lois depuis, bon, donc il y a beaucoup moins d'histoires qu'à l'époque, mais bon, oui, notamment, je citais un chiffre, je crois que c'était 99% ou plus de 90% des femmes égyptiennes, quel que soit leur âge, voilées ou pas, qui s'étaient fait harceler sexuellement au moins Ah, une fois vache. dans leur vie. Donc voilà, ça C'est c'est... énorme, d'accord. Et les gens en Ouais. parlaient facilement à ce moment-là? Parce que ça doit pas être facile aussi. Tu rentres dans la Non, alors, sphère de l'intime, de... Est-ce qu'il y a la honte? Est-ce que... Enfin, je sais pas comment ça se passe. oui, non, c'était... Alors moi, Yasmine était extraordinaire et a vraiment été très ouverte tout au long de ce documentaire. Et j'ai parlé à d'autres manifestantes et oui, à beaucoup d'hommes aussi pour essayer de comprendre. Donc, c'était un sujet assez tabou, mais oui, en trouvant les bons personnages, on a pu faire quelque chose. Et heureusement, c'est un mal qui, je crois, aujourd'hui est heureusement moins présent, quoi. Donc D'accord. voilà. Et de là, je suis arrivée à Eh Washington ben oui, quelques années justement, plus tard. Ouais. qu'est-ce qui t'a amené du coup aux États-Unis? Mais avant peut-être de parler de ça, je t'aurais bien demandé juste, tu nous parles en fait de ton quotidien pro en Oui. Égypte. D'un point de vue perso, du coup, parce que tu passes quoi, 4 ans en Égypte du coup? Oui, Enfin, 4 4 ans ans et la demi, deuxième ouais. fois? Ouais. Ouais. Du coup, tu arrives dans un contexte très particulier. Tu le dis, tu n'as pas vraiment de week-end. Enfin, en tout cas, tes week-ends, ils sont Ouais. consacrés aussi au boulot. Il ressemble à quoi, du coup, ton rythme perso? Comment est-ce que tu arrives aussi à avoir une, je sais pas si c'est une vie perso, à t'ancrer en fait aussi dans Ouais. ce nouveau quotidien? Alors, c'est très particulier et honnêtement, je pense que j'ai eu un peu c'est vraiment depuis que j'ai des enfants que j'ai des week-ends, que je fais vraiment de la place pour une vie personnelle équilibrée. Parce que c'est vrai que quand j'étais à Paris, mais c'est aussi comme ça, enfin, je pense aux jeunes et à comme quand on commence. Enfin, moi, quand j'ai commencé, oui, je faisais plein de week-ends, même à l'époque, à Paris, à BFM, à M6, enfin, pour avoir des piges, De pour travailler. l'expérience. Ensuite, voilà, l'expérience. Ensuite, je suis arrivée en Égypte et donc je travaillais tout le temps. Mais en fait, ce qui était extraordinaire en Égypte, c'est que à l'époque, je passais énormément de temps à bosser, mais en fait, j'étais aussi très entourée des autres correspondants et des autres expatriés D'accord. aussi. Et du coup, c'est vrai que j'ai par exemple beaucoup lié d'amitié avec les journalistes américains, qui d'ailleurs m'a servi pour plus tard avec mon arrivée ici, ce D'accord. qui n'était pas du tout prévu à l'époque. Ouais. Mais on avait, voilà, en fait, tes amis deviennent ta famille et aussi nos amis égyptiens, évidemment. Ouais, la barrière est floue, quoi, j'imagine. Oui, la barrière devient vite très floue et en fait, oui, c'est des amitiés que j'ai fait en Égypte qui sont extrêmement fortes et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. L'une de cette fille que j'avais interviewée dans mon documentaire en Égypte était l'une de mes bridesmaids ensuite aux États-Unis à mon d'accord. mariage. Ok. Voilà, c'est vraiment ça a été les relations que j'ai faites en Égypte sont vraiment extraordinaires et je pense assez uniques parce qu'on a vécu des choses très difficiles, très joyeuses, et pareil avec les autres correspondants internationaux. Voilà, donc je pense que ça a été vraiment une période extraordinaire malgré toutes les difficultés et on arrivait à se retrouver pour des dîners, à se retrouver pour des verres et puis il y en avait toujours un de nous qui devait partir en catastrophe pour un direct. C'est vrai que là, ce que j'apprécie par exemple aux États-Unis par rapport à l'Égypte, c'est que le décalage horaire, parce qu'en Égypte, par exemple, c'est vrai qu'à un moment, tous mes dîners étaient coupés parce qu'à 20h parce que c'est en l'heure France et en à France. 20h en Égypte, voilà. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'était... c'est pour ça que je te disais au début de l'épisode, heureusement que j'ai fait tout ça jeune. Alors c'est vrai que du coup, j'ai passé beaucoup de temps à travailler dans ma jeunesse et c'est vrai que voilà, encore une fois, beaucoup de week-ends sacrifiés, etc. Mais c'est des choses qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de mal à faire parce que... Plus difficile de concilier ça avec une vie de famille. Quoi. Complètement. Et à Ouais. l'époque, voilà, c'est la passion, et puis en fait, l'adrénaline aussi, j'imagine. l'adrénaline, et puis tu couvres un moment qui est tellement historique. Enfin, pour moi, c'était vraiment un devoir. Et Ouais. en plus,
J'étais correspondante pour France 24, notamment. Et donc, je sais que c'est une audience qui connaît aussi le sujet, pour beaucoup, en tout cas, qui s'intéresse. Donc, voilà, c'était aussi une énorme pression de dire des choses justes, d'avoir le plus de témoignages possible, vraiment de travailler au maximum pour être la plus précise possible, la plus juste, parce que c'était aussi une activité extrêmement difficile parfois à décrypter. C'est-à-dire qu'il y avait eu des violences, on disait que ça venait de telle faction, mais on n'était pas tellement sûr. Par exemple, des fois, il y avait des violences entre chrétiens et musulmans, et en fait, on se rendait compte que c'était parti d'une histoire de famille. Enfin, il y a plein de choses voilà, quand on est sur le terrain, de toute façon, ça n'a pas de prix. Il y a plein de choses qu'on débusque ou comment, voilà. Et donc, il fallait, pareil, combien de fois j'étais chez moi et puis à 22h, je sortais dans la rue, et d'ailleurs, c'était pas forcément si prudent, et pareil, on fait ça quand on est plus jeune, pour aller à une manifestation qui avait dégénéré, donc voir ce qui se passait. Enfin, bon. Donc, c'est vrai que c'était complètement imprévisible. Mes journées étaient complètement imprévisibles, ma vie était complètement imprévisible. Je me rappelle les premières vacances d'été, je crois que je devais faire pour retrouver mon copain qui, donc, à l'époque, était en Californie, truc très, très pratique. J'avais dû repousser mon avion parce que le procès Moubarak était tombé. Enfin, voilà, voilà. Mais ma vie en Égypte était complètement imprévisible. Et alors, comment est-ce que ça se fait donc qu'au bout de 4 ans et demi, tu te diriges vers les États-Unis sans repasser par la case départ, si je puis dire? Est-ce que c'est lié aux copains en Californie? Exactement, on a trouvé la transition. Donc, j'étais donc avec mon copain qui est désormais mon mari. Et donc, en fait, j'avais déjà fait un break de 2-3 mois en Californie pendant que j'étais en Égypte, notamment après la répression des frères musulmans en 2013, parce que ça a été vraiment un épisode très violent. Puis ça faisait beaucoup d'événements violents que j'avais dû gérer. Et donc, je me suis dit, je vais faire une petite pause. Puis c'est marrant, en fait, la Californie, c'était super, mais c'était aussi... j'étais très loin de... L'Égypte me manquait, l'histoire qui était en marche me manquait. Je trouvais ça un peu boring, ennuyeux, finalement, ma petite vie bien rangée en Californie. Donc, je suis repartie, en fait. Voilà, je suis repartie revigorée. En tout cas, avec plus d'énergie, je suis repartie au Caire. Mais là, on s'était dit, donc, avec mon copain de l'époque, qui connaissait aussi bien l'Égypte parce qu'il y avait étudié un moment, qu'il fallait qu'à un moment qu'on trouve une solution pour se retrouver évidemment dans le même pays. Au moins sur le même continent, quoi. Au moins sur le même continent, parce que c'était très compliqué. Et donc, finalement, lui était donc en Californie, et moi j'étais donc en Égypte, et on regardait plutôt vers la côte Est pour se retrouver, parce que moi je voulais pas juste aller aux États-Unis pour le retrouver, je voulais être sûre que je fasse quelque chose qui m'intéresse, pouvoir trouver du travail. Continuer dans ta lancée aussi pro. Voilà, exactement. Lui est français ou américain? Alors, lui est franco-américain. Et finalement, on s'est arrêté sur Washington. Il a pu trouver du travail là-bas. Et moi, en fait, il y a des années auparavant, j'avais fait une année à l'étranger à Los Angeles. C'est pour ça que j'avais une petite connexion à la Californie, à UCLA. Et pendant que j'étais à UCLA, j'avais pris cette opportunité de faire un trimestre à Washington pour faire un stage. Donc, j'avais travaillé à Voice of America, qui est un média du gouvernement ici, et La Voix de l'Amérique. Pareil, pour essayer vraiment de multiplier les expériences. Et donc, du coup, je connaissais déjà un peu Washington et j'aimais beaucoup. Alors que vraiment, en plus, à l'époque où j'avais étudié, c'était encore moins développé que maintenant. Il y avait même des zones un petit peu dangereuses, etc. Enfin, plus compliquées qu'à présent. Enfin, Washington a beaucoup évolué aussi ces dernières décennies. Et du coup, on s'est retrouvés à Washington, pour plein de raisons, donc en 2015. Et donc, toi, à ce moment-là, tu rejoins donc Voice of America? Enfin, tu retournes vers ce média que tu avais connu? Non, du tout. Ça, c'était plus du tout... c'était un stage intéressant pour essayer de comprendre mieux les médias américains. Les médias américains, la capitale, etc. Non, moi, du coup, comme j'étais avec France 24, en fait... c'est comme ça que je suis venue en tant que numéro 2. Il y avait déjà un correspondant à l'époque, évidemment. Donc, moi... je suis arrivée en tant que numéro 2, en fait, ce que je suis toujours la correspondante numéro 2 de France 24, c'est-à-dire que quand le numéro 1, il y a tellement d'actu, ne peut pas, moi je peux faire des duplex, quand il est en reportage, je fais des choses, voilà. Donc en fait, j'ai commencé comme ça et ça m'allait très bien parce que j'étais évidemment épuisée après 4 ans et demi en Égypte. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'à l'époque, j'ai dit à tout le monde, je voulais faire plus du documentaire, surtout que j'avais fait beaucoup de news non-stop. Donc du temps long. Du temps long.
Et j'ai dit à tout le monde, je vais aller dans un pays normal, couvrir une élection normale, parce que j'avais eu des élections Ah oui, du coup, tu es arrivée complètement juste folles en Égypte. avant les élections de Mais 2016. oui, et surtout, je suis arrivée, je pense, une semaine avant que Donald Trump annonce sa candidature. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, quand je l'ai vu descendre de Donc, l'escalator coucou les et tout, je élections me suis normales. dit, Ouais. voilà, coucou les élections normales et le pays normal. Parce que voilà. Donc, du coup, en fait, et c'est comme ça que je suis très vite retombée dans la news. Je suis arrivée en tant que numéro 2 de France 24. Et en fait, à peine arrivée, j'ai mentionné avant que j'avais fait un apprentissage notamment à BFM et que j'avais travaillé un petit peu à BFM après. Et BFM, à l'époque, en fait, avait besoin d'un numéro 2 à Washington aussi. Il y avait un correspondant à Washington, un correspondant à New York, mais ils avaient besoin de quelqu'un en plus. Donc, je l'ai rejoint l'équipe BFM pour qui je suis toujours en pige. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, en fait, Trump a débarqué. Donc, tout le monde avait besoin de... il y avait beaucoup de travail. Donc, c'est comme ça, à l'époque, j'ai rejoint Radio France avant de passer pour Europe 1, puis en fait, ensuite arrêté et passé. Maintenant, je suis avec la RTBF. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à travailler pour beaucoup de médias français. Et parce qu'aussi, quand j'étais en Égypte, même si je travaillais pour France 24 et que j'avais largement assez de travail pour France 24, je me suis dit finalement, comme je ne suis pas leur employé et que j'ai très peu d'avantages, Tu n'as pas de je vais clause aussi de non-compétition ni rien du tout. non, en fait. voilà, Ouais. donc je vais en profiter. Donc j'avais travaillé à l'époque pour France 3, pour Europe 1, et donc c'est aussi tous ces contacts qui m'ont permis, en arrivant ici, de travailler pour plein de médias. Et donc ce que je continue à faire. J'ai une question par rapport à cette élection de 2016, l'élection entre guillemets, j'allais dire normale slash anormale. Est-ce que justement les médias étrangers ont renforcé en fait leur couverture de l'actualité politique américaine à ce moment-là parce que justement Donald Trump, il a fait couler beaucoup d'encre avec ses sorties, avec ses tweets à l'époque où il rythmait pas mal les cycles d'information. Est-ce que c'est un peu une vue de l'esprit ou est-ce que ça a vraiment été justement un renforcement de la couverture de l'actualité? Alors c'est difficile à dire parce que je suis arrivée quand Donald Trump est arrivé en gros, mais ce que je peux dire, c'est que oui, en tout cas, les correspondants aux États-Unis avaient énormément de travail et je pense que parfois il y avait des périodes très creuses où justement ils pouvaient faire d'autres sujets de société, voilà, faire plus de reportages, Ouais. etc. Et là, ça a été beaucoup de Trump. Donc ça, c'est sûr que c'était... Et moi, je me rappelle, je me disais, en fait, c'est fou parce qu'en Égypte, je passais beaucoup de temps sur Twitter une fois que voilà, j'ai découvert ce qu'était Twitter, parce que ça m'aidait beaucoup dans mon travail. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est d'arriver aux États-Unis et voilà, devoir passer énormément de temps sur Twitter parce que c'est un outil de travail aussi, avec Donald Trump, évidemment. Et puis, surtout l'actualité qui changeait tout le temps. Donc ça, c'est vrai que c'était très... c'était très particulier à Un changement de code en fait un peu. un changement de code. En fait, je suis arrivée avec ce changement de code et en fait que j'avais pour certaines choses que j'avais déjà un petit peu vues en Égypte, voilà, adoptées, et aussi le fait d'un président élu ensuite qui traite la presse de cette façon. En fait, moi, je l'avais déjà vécu un petit peu en Égypte. Donc, c'est vrai que c'était assez fascinant et déroutant cette transition de l'Égypte aux États-Unis, aussi parce que je me disais, en fait, ce que tout le monde se dit maintenant, mais à l'époque, dès que j'arrive en 2015, je me dis, en fait, je n'aurais jamais pensé vivre ça aux États-Unis. Avec aussi, notamment sous Trump, une manifestation qui a été réprimée. Enfin, voilà, plein de choses c'était assez étrange. Ouais, j'imagine. Mais en même temps, passionnant d'un point de vue professionnel. Du coup, tu as couvert 3 campagnes présidentielles, donc je veux dire Obama, non, Trump-Biden, Biden-Trump. Oui. Et Ouais. Harris-Trump. On a donc un dénominateur commun voilà. à chaque fois. J'imagine que c'est une question peut-être un petit peu trop large. J'allais dire, c'est quoi qui t'a marqué justement, Est-ce que tu peux, je sais pas, nous raconter tes ressentis en fait sur chacune de ces élections parce que tu les as couvertes dans différents contextes aussi toi professionnellement. Alors moi, je pense que pour la 2015-2016, donc c'était vraiment beaucoup. 2015, c'était fascinant parce que en fait, tout le monde beaucoup étaient persuadés qu'Hillary Clinton allait gagner. Et en fait, c'est là où, en plus, à l'époque, j'avais pas encore d'enfant et tout, j'ai fait pas mal de terrain. Et en fait, ce que je voyais quand même, je me disais, tiens, les médias américains, et je voyais même mes collègues à Washington, en fait, se rendent pas compte de ce qui se passe dans le pays. Parce que vraiment, je voyais, pas forcément... Alors, évidemment, beaucoup de gens, de plus en plus, osaient dire qu'ils allaient voter pour Trump ou qu'ils aimaient bien Trump. Mais surtout, en fait, je voyais beaucoup de jeunes et beaucoup de démocrates qui ne voulaient pas voter pour Clinton. Ce qui s'est d'ailleurs
ce qui s'est passé, mais beaucoup de gens en fait ou qui allaient voter pour elle, mais sans être très motivés, des jeunes, notamment des Afro-Américains qui disaient: «Mais en fait, le Parti démocrate n'a rien fait pour nous», ce qu'on a entendu encore, hein, cette année. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'au fait, au fur et à mesure d'élections, je me disais: «Ah, il y a vraiment quelque chose qui change» et ça a abouti à l'élection de Donald Trump. Et je ne pensais pas que Trump allait gagner. En fait, je pensais que ça allait peut-être l'inverse, qu'il allait peut-être avoir le vote populaire et elle, les grands électeurs. Mais en tout cas, je trouvais que vraiment, en fait, j'ai senti que quelque chose se passait. En tout cas, que voilà. Et puis même à l'époque, je me rappelle, j'avais proposé, bon, comme je travaille pour plusieurs médias, voilà, pour un des médias, j'avais proposé quelque chose dont on a beaucoup parlé cette année. Je voyais de plus en plus de minorités, en fait, me dire de personnes issues de minorités qui allaient voter pour Trump, notamment des Afro-Américains. C'était pas massif, mais pour moi, ça m'interpellait parce qu'on était en 2015, Trump venait d'arriver, on parlait beaucoup de Clinton pour les démocrates, etc. Et le papier m'avait été refusé en me disant non, mais en gros, c'est un petit phénomène. Et puis de toute façon, encore une fois, C'est tout le monde était convaincu que c'est pas représentatif et tout. Et en fait, moi, je trouvais ça très, très intéressant. Et la tendance n'a fait que s'accentuer, évidemment. Donc, pour moi, 2015, il y a beaucoup de choses que j'ai vues se développer qui étaient un peu précurseurs de ce que ça allait donner pour le pays. Voilà, donc on l'a vu. Et je trouvais aussi, et ça m'a frappé parce que j'arrivais, donc pour moi, CNN, c'était vraiment la référence, surtout que en Égypte, j'étais avec des gens de CNN International. En fait, c'est quand même une autre chaîne, CNN International, que CNN aux États-Unis, mais ce qu'on ne se rend pas forcément compte c'est quand la on est de même France. marque, autrement pour nous. Voilà, mais c'est complètement différent, le contenu. Et du coup, j'avais rencontré des gens extraordinaires de CNN International. Et là, CNN, en fait, je me rendais compte, c'était beaucoup de talk, beaucoup de discussions, mais je me disais, mais en fait, c'est quand qu'on voit des reportages, même ce qu'on voit, nous, dans nos chaînes françaises, voilà, on va aller dans tel patelin, dans tel... Et évidemment, depuis, CNN a aussi fait une remise en question, mais c'est vrai que ça me marquait aussi pendant cette élection de voir que les journalistes à Washington qui étaient dans ces grands médias, en fait, il y avait très peu de reportages de terrain. Et d'ailleurs, après, depuis, il y avait eu des émissions, notamment avec Van Jones, qui allait à la rencontre des Américains. Il y a beaucoup de choses qui ont changé après cette élection. Donc ça m'a marqué. Et sur la deuxième, alors? Alors, sur la deuxième, c'est pendant cette élection que j'ai écrit la biographie de Joe Biden. Donc, ça a été une élection marquée surtout par la pandémie. Donc ça, c'était du coup, d'un coup, plus de meetings. C'était très différent. Et là, donc, on m'a proposé d'écrire ce livre. Je pense que ça devait être mars 2020. Ouais, mars-avril 2020. Au moment, au pic de l'incertitude. Ouais, au pic de l'incertitude. Et puis surtout, je venais d'accoucher de mon premier, donc j'étais là, je savais pas du tout, je pensais pas du tout écrire un bouquin. Mais à l'époque, comme je savais pas du tout c'était quoi être maman, je me suis dit oui, bon, je pense que dans 2-3 mois, il va faire ses nuits, donc je pourrais écrire, tout ira bien. Évidemment, c'était pas du tout le cas, voilà. Alors le bouquin, parce que si vous savez pas, donc ça s'appelle Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. Donc ça a été publié en 2020. Tu l'as donc écrit quand même vachement rapidement aux éditions du Rocher, c'est ça? Oui, voilà. Donc, c'est une biographie de Joe Biden. À l'époque, c'était la première biographie en français. Et du coup, voilà, là, en écrivant sur lui là, tout de suite, j'ai senti qu'en fait, Joe Biden avait une chance. D'ailleurs, je l'ai publié avant qu'il soit élu. Mais parce qu'en fait, au fil des élections, je garde contact avec les gens que j'interviewe, pas tous, mais certains un peu partout dans le pays. Et là, je voyais par exemple que tous les jeunes activistes, les progressistes, tous ceux qui me disaient on n'a pas envie de voter pour Clinton, me disaient bon on va voter pour Joe Biden, il est pas il est pas extraordinaire, il répond pas à tous nos critères, mais il va s'intéresser au climat, s'il est plus comme on dit Uncle John, c'est l'homme plutôt ça. Donc là j'ai senti que quelque chose se passait plutôt pour Joe Biden. Ouais. Et donc voilà, finalement, comme on le sait, Joe Biden a remporté cette élection et c'était une élection à couvrir très étrange. C'était historique parce que en pleine pandémie. Quasiment, en pandémie. Joe Biden était caché sous son sous-sol. Du coup, pour écrire le livre aussi, j'essayais de regarder. Il faisait des zooms parfois avec c'était extrêmement particulier. Donc moi, j'ai été rencontrer des gens qu'il connaissait, des sénateurs, tu l'as pas des amis d'enfance, etc. Non, je l'ai pas rencontré directement. J'ai le plus que j'ai pu avoir, c'était le secrétaire. Il est devenu secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui était donc un proche de conseiller de sa campagne. En fait, je pense que c'était un petit peu avant la pandémie. Je sais plus. Il y avait un meeting de Joe Biden
où en fait j'avais rencontré, comme quoi en fait, mais ça c'est très important pour le journalisme, et tout contact compte et toute rencontre compte. J'avais interviewé il y a quelques années, enfin un petit peu auparavant, Anthony Blinken pour un documentaire, parce que du coup j'ai pas eu le temps de me lancer sur des documentaires, quoique à un moment un petit peu, mais j'ai surtout beaucoup travaillé ces dernières années en plus parce que je voulais vraiment aussi prendre un peu le temps Ouais. pour approfondir les choses, et donc sur des documentaires avec des filmmakers, donc des Réalisateur. réalisateurs français. Et du coup, on avait notamment, pour un documentaire d'Antoine Wittkin, avec qui je travaille beaucoup, interviewé Anthony Blinken, qui était avant dans l'administration Obama. J'ai vu la fin de l'administration Obama, et ensuite qui était notamment à cette époque professeur dans une université. Et du coup, en fait, je vais à un meeting de Joe Biden, en fait, son lancement, le lancement de sa campagne pour 2020. Et là, on ne savait pas encore trop qui l'entourait à l'époque. Et là, dans les coulisses, je vois Anthony Blinken. Donc, je me dis, ah tiens, donc c'est intéressant. Voilà, il va faire partie de sa campagne. Et donc, je l'ai alpagué. Il est venu, je lui ai parlé. Je crois que j'avais fait un petit interview à l'époque pour la radio. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, ah bah tiens, il va sûrement prendre un rôle important dans sa campagne. Et au fur et à mesure, on a vu évidemment. Et du coup, j'ai pu l'interviewer pour le livre en pleine pandémie. Donc, il était dans sa maison de Floride pendant qu'on a fait En Zoom. l'interview, en Zoom, voilà, au téléphone même, je crois. Et du coup, voilà, donc j'ai pu avoir accès à Anthony Blinken et à des personnes qui le connaissent De très son bien, entourage. voilà, des entourages, et puis en source anonyme aussi voilà, des personnes très proches de lui qui font aussi partie de l'administration aujourd'hui. Dans ton livre, tu parles d'un homme résilient mais aussi imparfait. Quand tu parles Ah oui. de Joe Biden, c'est quoi les facettes de sa personnalité qui t'ont le plus surprise du coup de ce que tu as appris? Alors à l'époque, parce que maintenant je le connais mieux, c'était oui son côté très, on dit Irish temper, mais il a un sale caractère, et d'ailleurs j'entends encore des histoires maintenant à la Maison Blanche Ah où ouais? ouais, alors il a ce côté très Uncle Joe, très sympathique, mais il est très impatient. Je crois que je cite une anecdote, ça c'est qu'on m'avait raconté une anecdote dans le livre où il s'en était pris à une stagiaire qui regardait sa montre, et il l'avait viré de la meeting, mais de la réunion. Mais parfois, ouais, j'entendais ces derniers temps, enfin c'est pendant ce mandat, que parfois même des staffeurs avaient peur d'aller lui dire telle ou telle chose parce qu'il peut C'est vite, fou parce que c'est pas l'image qu'il renvoie publiquement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben non, en fait, si tu peux le voir, je pense, parce que tu sais, des fois, je sais pas si tu te rappelles, par exemple, quand il avait insulté ce journaliste de Fox News de Son of a Bitch, tu sais, all of a sudden. En fait, tu te rends compte, finalement, des fois, il a vraiment, Des sorties. Il perd le contrôle. ouais, il a des sorties, il perd le contrôle. Et même pendant l'une de ses campagnes, il avait dit à un mec qui était dans un meeting de campagne, qu'il cherchait un peu sur un sujet, il a dit, en gros, tu veux qu'on sorte, tu vois, et qu'on fasse la bagarre. Il n'avait pas dit exactement comme ça, mais c'est ça. Et en fait, voilà, il y a eu en fait, tout au long de sa carrière politique, même quand il était sénateur, il est connu vraiment pour son short temper, quoi. Et caractère bien trempé, on va dire, Ouais. diplomatiquement. Mais c'est vrai que oui, il y a même pendant ce mandat-là, je pense que il y a certaines fois où il y a des gens qui osaient pas forcément lui dire certaines choses, de peur qu'il s'énerve un peu, quoi. Et tu penses que ça a joué justement, dans le fait qu'il mette tant de temps à se retirer de la dernière campagne présidentielle là? C'est possible aussi, parce que je pense qu'il a été entouré à la fin par des gens justement qui le connaissent bien, qui sont très proches de lui, mais qui le soutiennent beaucoup et qui voulaient pas forcément le froisser. Donc je pense qu'en effet, ça peut expliquer en partie. Il est sûr de lui, quoi. Il était sûr de lui, il voulait rester. Et c'est vrai qu'honnêtement, ils ont eu du mal on l'a vu, mais je veux dire en coulisses et tout, c'était compliqué. D'ailleurs, beaucoup se plaignaient de cet entourage ultra restreint Ouais. de 3 personnes qui le suivent depuis des années. En fait, ce qu'il faut savoir avec Joe Biden, c'est qu'il est aussi entouré de certaines personnes qui étaient déjà avec lui lorsqu'il était au Sénat. Certains des Donc c'est les staffeurs, et d'ailleurs fidèles des fidèles, c'est les qui sont là fidèles depuis des des années. fidèles, ouais. Oui, même le secrétaire d'État Anthony Blinken, tu vois, qui était déjà avec lui lorsqu'il était au Sénat, et qui d'ailleurs, certains disent parfois, on a l'impression qu'ils se comportent encore, ces gens-là, un peu comme des staffeurs. Par exemple, moi, je trouve que le secrétaire d'État Anthony Blinken,
n'a pas brillé pendant son mandat sur les sujets internationaux. On l'a pas senti sa patte forcément. Et du coup, je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir toujours été un peu dans l'ombre de Joe Biden. Intéressant. D'accord. Et c'est vrai que oui, ça a joué et il était, je pense qu'il était vraiment persuadé. Et d'ailleurs, quand j'ai vu Kamala Harris perdait, je me suis dit, tiens, je me demande ce que Joe Biden pense. Je suis sûre qu'il se dit dans un coin de sa tête, si c'était resté, il y aurait peut-être une chance. Je pense qu'il était vraiment persuadé qu'il avait plus de chances qu'elle. Enfin, en tout cas, lors de la première élection, et il a eu raison. Je pense honnêtement qu'au départ, il ne pensait pas se présenter. D'ailleurs, il s'était présenté assez tardivement et c'est ce que m'avait dit Tony Blinken. Et qu'il était vraiment convaincu que, vu les candidats, qu'il n'y avait que lui, en gros, qui avait une chance de le remporter face à Donald Trump et c'est ce qui s'est passé. Mais autant il aurait préféré être candidat lorsque c'était Hillary Clinton la candidate. C'est là où il avait vraiment envie d'y aller. Autant, notamment après le décès de son fils Beau et tout, je pense que 2020, c'était un peu moins évident jusqu'à ce que ça le devienne. Voilà. Ouais. Voilà. Après, il a toujours été c'était son rêve, la Maison Blanche. Donc, je pense que, mais il a vraiment vu que, fallait y aller. Et là, il est aussi beaucoup dans sa bulle. Oui, il est dans sa bulle. Il y a plein de sujets sur lesquels aussi il est avec ses acquis. Il pense connaître le pays, il pense connaître certains sujets, et je pense qu'on le bouscule pas assez. En effet, oui. On a parlé du coup de cette deuxième campagne aussi là que tu as couverte, qui s'est soldée donc par une passation de pouvoir qui va rester dans l'histoire aussi, donc en janvier 2021. T'étais où toi à ce moment-là? T'as couvert ces actualités? La prise du Capitole? Alors, écoute, la prise du Capitole, du coup, j'étais en Californie parce que du coup, j'avais publié mon livre de Joe Biden, l'élection était passée, j'avais fait tout ça en ayant... je peux enfin me poser. Non, surtout, j'étais exténuée. J'avais fait tout ça en ayant le petit qui a jamais fait, qui a fini par faire ses nuits qu'à 6 mois. Voilà, en postpartum, j'ai même pas eu le choix. Et du coup, oui, j'étais complètement épuisée. Donc, en décembre, on allait en Californie. Et là, il y a la prise du Capitole. En fait, je la regardais à la télé. Je me dis, c'est pas possible. Et du coup, en fait, j'ai pris l'avion tout de suite. Ah ouais. Donc, je suis arrivée avec un peu de retard, mais j'ai pris l'avion, oui, parce que il fallait. J'ai pu rattraper pour la RTBF, pour d'autres médias, parce qu'en fait, du coup, je pense que c'était milieu d'après-midi. Puis le temps que j'arrive, j'étais à l'heure, en gros, pour couvrir des sujets pour pour les journaux du lendemain, etc. Donc, parce que c'était tellement énorme, oui, j'ai même pas hésité. J'ai pris l'avion. Ouais, dans ces cas-là, tu ne checkes même pas avec la rédaction, tu vas quoi. Si, parce qu'en fait, je voyais que notamment la RTBF avait besoin que je revienne. Donc oui, pour moi, c'était évident, quoi. Autant maintenant, faut vraiment, encore une fois, parce que j'ai plusieurs années de breaking news non-stop, de choses annulées. Maintenant, voilà, faut que ce soit vraiment une actu importante. Voilà. Mais là, oui, là, c'était évident. C'était tellement énorme, c'était tellement... c'était un tournant historique, c'était affolant à regarder. Et puis comme je suis arrivée, même si c'était le gros de l'événement, évidemment, était passé, mais en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore là. Donc, j'ai pu parler et c'est toujours ça qui est intéressant, et donc j'ai pu parler avec des gens qui étaient là au moment de la prise de Capitole, certains qui avaient été dedans, certains. Et donc, voilà, de savoir un petit peu, de connaître le ton, comprendre, leur parler. Voilà, je voyais que c'était une atmosphère très délétère. Bref, donc déjà à l'époque, certains qui disaient non, mais en fait, ce sont les ultra-left qui sont venus. Enfin bon, déjà... on sentait les théories du complot qui naissaient, le flou, etc. Donc voilà, au moins d'avoir pu arriver, d'avoir eu un petit peu certains échos, c'était déjà intéressant. Et alors, comment est-ce que tu fais à ce moment-là aussi, parce que pour avoir couvert, moi, une partie de l'élection, par exemple, cette année, il y a toute une tranche de la population quand même qui a vachement de mal à parler aux journalistes, qui est très méfiante. Même si tu leur dis on peut anonymiser ce dont vous parlez, c'est parler de politique publiquement, ça fait peur. Et puis, il y a aussi une grande méfiance vis-à-vis du métier en lui-même, en fait. Oui, alors ça, c'est sûr. Moi, je trouve qu'on est toujours aidés parce qu'on est des journalistes étrangers. Et ça, vraiment, depuis 2015, par exemple,
2015-2016, j'ai fait énormément de meetings de Donald Trump. J'en ai moins fait cette année parce que je couvrais déjà plus Kamala Harris, parce que voilà, avec les enfants, tout, fallait que je me focus sur quelque chose. Et déjà, toujours, je trouvais que dès que je disais que j'étais journaliste étrangère, ça passait beaucoup mieux. En fait, à l'époque, j'ai jamais eu aucun problème. On me critiquait les médias, oui, mais journalisme, ah bon, ça va, t'es française. Et par exemple, je me rappelle une fois, j'avais été couvert un meeting, j'étais avec une journaliste de Wall Street Journal. Enfin, l'accueil était pas du tout le même. Enfin, c'était vraiment le jour et la nuit, oui. Donc moi, je trouve que vraiment, en se présentant en tant que journaliste étranger, déjà, il y a une petite défense qui tombe. Et alors, de plus en plus, par contre, ça marque, de plus en plus, j'ai des noms, c'est vrai. Enfin, de plus en plus, les gens, mais sont pas forcément hostiles, mais te disent non. Et ça, et même parfois du côté démocrate, parce que, et là, c'est vrai, où ça, je trouve ça, c'est quelque chose que j'ai vu évoluer, où de plus en plus, voilà, tu vas vers les gens, tu leur poses une question et juste non, ils s'arrêtent pas, etc. Alors que je trouvais que les premières années où j'étais là, c'était beaucoup plus facile de parler. Mais en général, toujours. Après, je trouve qu'il y a ça dépend si c'est des meetings de campagne ou alors aller à la rencontre de gens, voilà, quand lors de reportages, quand on prend contact avant. Donc, vraiment, je pense que le fait d'être une journaliste étrangère aide beaucoup aux États-Unis, parce que sinon, pour les médias traditionnels, et notamment qui sont marqués libéraux, The corrupt c'est extrêmement media. difficile. Voilà, c'est ça. On est arrivé là. Mais alors justement, en parlant de journalistes étrangers, l'administration Trump n'a pas été très tendre avec les journalistes étrangers aussi. Et là, c'est un peu une crainte aussi de se dire, OK, est-ce que les visas... parce que donc on peut venir en fait aux États-Unis en tant que journaliste avec un visa journaliste étranger, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler pour les médias locaux, il me semble, Oui. et qu'on peut donc voilà que travailler pour des médias français ou d'autres pays. Toi qui es à la Maison-Blanche, tu vas nous expliquer comment tu y es arrivé aussi dans un instant, mais est-ce que c'est des craintes en fait que tu entends dans ton entourage professionnel? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place justement pour protéger le statut, voilà, pour Bien protéger sûr. le partage de l'information finalement? Alors là, ce que je peux te dire, c'est que les journalistes de l'association des correspondants de la Maison-Blanche font vraiment en sorte de communiquer à l'équipe de transition de Donald Trump qu'il serait très important de pouvoir garder un pool. Donc le pool de journalistes, je pense qu'il y a le même mot en France quand on est de pool, quoi, c'est les journalistes, même si c'est pas du tout le fonctionnement. Donc ici, c'est les journalistes qui suivent le président dans tous ses déplacements. C'est-à-dire que quand il est à la Donc c'est toujours les Maison-Blanche, mêmes. non, ça tourne. Ouais. Non, ça tourne. Et par exemple, s'il va faire un déplacement, il y a les journalistes du pool qui sont de pool cette semaine-là ou ce jour-là, qui vont avec lui, D'accord. qui se déplacent aussi. Alors moi, maintenant, j'ai réussi à rentrer dans le pool en faisant partie des correspondants de l'association des correspondants étrangers de la Maison-Blanche. Et donc, du coup, par exemple, quand je suis de pool, en général une fois par mois, parce que pareil, ça tourne, si Comme je suis des à la gardes, quoi. Maison-Blanche, voilà, en fait, on le suit. Par exemple, si je suis à la Maison-Blanche ce jour-là et que on nous dit, bon, bah voilà, dans une demi-heure, il va faire une déclaration. C'est Donc, toi on qui y n'est vas, que à peine une dizaine, voilà, à le suivre, entre les photographes, les journalistes américains de pool, la journaliste ou le journaliste étranger de pool, et voilà. D'accord. Et donc, bon, nous, les journalistes étrangers, c'est en autre chose, mais en tout cas, il y a toujours des journalistes de pool qui le suivent dans tous les déplacements. Et ça, c'est depuis des décennies. Enfin, que les présidents américains se font suivre. Je crois que c'est depuis l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et donc, ça serait une première. Et d'ailleurs, Donald Trump a accepté, lors de son premier mandat, il y avait des journalistes de pool, notamment Jim Acosta de CNN, dont on a beaucoup entendu parler. Ouais. Et du coup, là, il y a vraiment je crois, une crainte qu'il n'accepte pas forcément des journalistes qui le suivent dans tous ses déplacements professionnels, ce qui serait, oui, une première historique, et ce qui serait très compliqué, parce que si on veut bien couvrir le président, il faut qu'il y ait toujours... Alors, ce qui est aussi important d'expliquer, c'est que les journalistes de pool, en fait, nous envoient aux autres correspondants de la Maison-Blanche des emails tout au long de la journée. Le président est sorti de Air Force One à telle heure. On reçoit des pool reports. Et donc,
quand il est arrivé, alors on va dire par exemple quand Trump était président le premier mandat, vers son allée à Mar-a-Lago, il y avait des dizaines de personnes qui ont voilà, cheers, et puis 3 manifestants. Enfin, on a tous les détails de D'accord. tous ces déplacements et c'est important. C'est Bien important sûr. pour savoir ce qui se passe, c'est important pour savoir. Ou alors, quand Donald Trump il est sorti pendant le briefing de la Maison Blanche en plein Covid pour parler de la pandémie et dire que Faut boire de l'eau il de y avait Javel. voilà exactement. Donc tout ça c'est le journaliste, les journalistes de pool. Vraiment, chaque jour, il y a un journaliste de pool, ou enfin Donc plusieurs. c'est des très grosses journées quoi, qui vont Ah partager. ouais, qui En fait, vont il y a partager zéro opacité, ils vont partager exactement ce qui se passe. voilà, exactement. Toutes sorties, toutes déclarations, toutes sorties publiques, etc. Tout ce qui n'est pas privé, eh bien, le journaliste va le suivre. Oui, c'est par exemple, moi, quand je suis journaliste de pool, je sais jamais à quelle heure je termine. Donc, parce que si jamais il y a un événement à la Maison Blanche ou si jamais il y a une déclaration dernière minute, voilà. Par contre, nous, les journalistes étrangers, on ne le suit pas dans les déplacements à l'extérieur. Ça, c'est vraiment les groupes. Il faut que ça coûte très cher. Donc ça, c'est les médias américains qui mettent ça en place parce que même pour faire partie de Air Force One, tout ça, ça coûte de Peut-être des l'argent, ça coûte clearances très aussi, cher. j'imagine, Enfin, Oui, j'imagine que n'importe qui ne oui. monte pas dans l'avion du Oui, président, de quoi. toute manière, pour avoir le hard pass, donc l'accréditation à la Maison Blanche, il y a tout un processus de background check. Ouais, Donc, c'est ça. ouais, voilà. Donc oui, là, il y a des questionnements. Il y a aussi des questionnements de savoir à quoi va ressembler la salle de presse. Moi, je trouvais que sous Donald Trump, parce que je l'avais vu un petit peu sous Barack Obama, ou alors là, c'était même un peu trop strict et formel. C'est-à-dire que vraiment, pendant des années, sous Obama et avant, c'était toujours les journalistes des deux premiers rangs, des grands médias américains qui avaient les questions. Voilà, c'était très formaté. Même certains se plaignaient voilà, que c'était difficile d'avoir de l'information. Sous Obama, c'était très, Très ficelé, ouais. très ficelé, ouais, très ficelé. Et d'ailleurs, pareil, sous Biden, même sous Biden, évidemment, on loue la liberté de la presse, etc. Mais moi, je sais que la Maison-Blanche a déjà appelé des journalistes quand ils n'étaient pas contents d'un article ou autre. Donc, Ah ouais? voilà. Ouais, ouais. Enfin, la liberté de la presse, Ouais. c'est chaud quand même. Ouais, bah ouais, c'est. Donc, ouais, voilà. C'est Donc, hyper grave. D'accord. Ok. après, voilà, certaines personnes à Maison-Blanche, je dis pas qui, tu vois, Ouais, c'est pas oui, le oui, non, bien président qui sûr, mais appelle. enfin, c'est Mais en quand tout cas, même ils font c'est le savoir parfois symbole, leur quoi. mécontentement. Ouais. Ouais, ils font savoir parfois leur mécontentement. D'accord. Donc tout ça, c'est très, bah oui, Obama, Biden, c'est très ficelé. Mhm. Et alors sous Trump, oui, je trouvais que la salle des presse, c'était un peu la cour des miracles à un moment parce que tu avais vraiment, enfin, tu avais un peu tout, tu avais des blogueurs. Alors du coup, c'était beaucoup plus facile l'accès parce que c'était beaucoup moins contrôlé. Mais c'est vrai que tu avais des journalistes qui n'étaient pas des journalistes. Donc là, sous Biden, on est revenu, il y a eu un peu plus de contrôle. Et d'ailleurs, je crois que c'est Steve Bannon, je crois, qui a peut-être dit qu'il allait laisser les 3 premiers rangs à certains journalistes, des journalistes d'extrême droite, D'accord. etc. Enfin, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Ouais. On ne sait même plus si on aura notre accréditation. Enfin, voilà. Moi, c'est différent quand même qu'un journaliste américain, parce que moi, je suis correspondante à Washington et je Mhm. suis accréditée à la Maison-Blanche, mais je ne fais pas que ça. Mais donc, notre statut, souvent, pour les journalistes étrangers, est un petit peu différent. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne font que ça, qui Mhm. couvrent la Ouais. Maison-Blanche tout le temps, c'est très compliqué. Là, beaucoup se posent des questions sur comment ça va marcher avec Donald Trump. Ouais. Surtout que, Ou si je ça pense, va le marcher, premier même. mandat... Oui, alors ça, c'est clair, parce qu'il aura plus de garde-fous. Le premier mandat, il y avait quand même des garde-fous, il y avait certains conseillers. Ils essayaient même de faire ça un petit peu proprement. Alors, ce qui était génial, c'est qu'il y avait, surtout pour les journalistes américains, c'est qu'il y avait tout le monde balancé sur tout le monde, parce que tous les conseillers, ils ne pouvaient pas se voir. C'est pour ça qu'il y avait plein de fuites, en fait. C'était pas du tout bien ficelé comme sous Biden. Mais là, il a resserré un peu la garde rapprochée. Ah bah oui, là, il a resserré, mais surtout, il n'y a plus de garde-fous. Oui, enfin, je pense qu'il y aura quand même... On a commencé à avoir des petites histoires là, qui commencent à arriver. Par exemple, notamment, une petite dispute entre Elon Musk et un des proches conseillers de Donald Trump à Mar-a-Lago. Mhm. Donc, ça, c'est tombé sur Axios. C'était une fuite. Hein, donc, du coup, je pense que quand même, avec tous les égos et les personnalités... autour de Donald Trump dans cette administration, enfin, à mon avis, ça va pas être très bien ficelé. Enfin, Ouais, d'accord. Ouais. enfin voilà, même il s'est entouré de fidèles, etc. Je veux dire, il y a tellement des histoires d'ego, tellement de désaccords. En fait, c'est une façon de régler leurs désaccords aussi pour les gens
dans les administrations, c'est de De fuiter à faire tel ou tel média, entendre quoi. Ouais, telle version. voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'on voit aussi que Trump, au cours de la campagne, lui et ses conseillers, par exemple, ont finalement pas tant que ça collaboré avec les médias traditionnels. On les a retrouvés sur des podcasts très écoutés, par exemple, mais des médias qui sont bon, indépendants au sens, je dirais, légal du terme, qui ont forcément un parti Mais pris. clairement Mais conservateur, oui. ouais, Oui. ouais. Non, bien sûr, bah, c'était sa stratégie et c'était assez bien réussi. C'est qu'en fait, oui, ils ont vraiment target, ciblé des médias. On a beaucoup parlé du podcast Joe de Rogan, Joe Rogan, ouais. voilà, qui était d'ailleurs, c'était le fils de Barron, le fils de Donald Trump, qui était lors du premier mandat trop petit et Mmh. totalement absent et ultra protégé par Melania. Et là, qui prend une place plus importante dans la vie politique de son père et qui lui a conseillé de le faire. Et ça a été un succès. Et d'ailleurs, Kamala Harris, elle a refusé, notamment parce que ce qui se dit, c'est qu'elle aurait voulu ne pas heurter certains de ses staffeurs, certains des gens qui travaillent avec elle, notamment les plus jeunes, etc. Et pour beaucoup, c'était une erreur parce Mmh. que c'est une manière de parler. C'est un des Bien sûr. podcasts les plus écoutés aux Ouais. États-Unis. Bon, alors, c'est vraiment un podcast de bro. C'est ça. C'est particulier, mais bon. Ouais. C'est en tout cas, oui, la stratégie de Donald Trump. Il a annulé une interview, par exemple, je crois que c'était avec CNBC, avec des médias traditionnels. Il a annulé à la dernière minute. Voilà, soi-disant des conflits D'agenda. de planning, Mmh. etc. Mais en fait, voilà. Ouais, c'est intéressant. Et alors, comment est-ce que tu t'es retrouvée, du coup, membre de cette association, dans la Maison Blanche? Oui, alors, donc moi, je suis là depuis 2015. Dès le début, j'ai commencé à aller quand même assez souvent à la Maison Blanche, que je me suis dit, quitte à être correspondante à Ouais, Washington, bien sûr. ça serait bien de savoir ce qui se passe. C'est pas obligatoire, hein. Il y a plein de correspondants à Washington Qui ont jamais mis les pieds. qui ont jamais mis les pieds ou qui ne vont pas souvent parce que il y en a aussi qui de par leur demande des médias, ils font plein de reportages à l'extérieur où il y a trop de boulot, où ça les intéresse moins. Enfin, voilà, moi, ça me fascinait quand même d'essayer de voir les coulisses, surtout. Oui, après mon expérience en Égypte aussi, de voir comment ça marche, parce que j'ai vu beaucoup de choses l'implication de certaines décisions. Donc, qu'en fait, en arrivant, en plus au départ, j'avais pas énormément de pige. Enfin, ça s'est très vite accéléré avec l'arrivée de Donald Trump. Mais en fait, je voulais vraiment essayer de comprendre comment tout marchait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au Congrès, j'ai passé beaucoup de temps à la Maison Blanche, j'ai passé beaucoup de temps au State Department, au département d'État, pour pareil essayer de faire un réseau, des contacts, et essayer de comprendre comment ça marchait. Et donc, j'ai pas mal été à la Maison Blanche, et notamment quand Donald Trump est devenu président, parce qu'en fait, les briefings, chaque briefing était un show. Même si c'était pas lui, c'était ses porte-paroles. Mais en fait, à l'époque, maintenant, les gens, ils vont beaucoup moins, mais sauf ceux qui sont de Poole ou qui sont voilà, tout le temps à la Maison Blanche. Mais à l'époque, beaucoup de journalistes venaient dans les briefings, ceux qui avaient accès, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui se passait, il y avait toujours de la news. Voilà, ce qui est beaucoup moins le cas depuis le mandat Biden. Et en fait, et au fur et à mesure, en fait, on n'arrive pas à la Maison Blanche et il y a une affiche, voilà, pour aller au briefing, c'est ici à telle heure, pour aller faire partie de l'association des correspondants étrangers qui donne beaucoup plus d'accès. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure. Alors, je savais qu'il y avait cette association, mais je connaissais pas trop les gens qui étaient. Et puis, à l'époque, je faisais aussi plein d'autres choses, plein d'autres projets. Enfin, donc, j'ai essayé toujours de toujours aller pas mal à la Maison Blanche, mais je m'étais pas investie plus que ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre, voilà, comment ça marchait le pool, qu'il y avait aussi des journalistes étrangers et surtout comment pouvoir poser une question. Parce qu'en fait, maintenant, pour l'expliquer clairement, c'est qu'il y a quand on est journaliste étranger, pour pouvoir poser une question, en fait, il faut faire partie c'est plus facile de cette association. Et comme ça, quand on tourne, on est au 3e rang du briefing et on a le siège. Donc quand on a le siège, c'est quasiment sûr, la règle non dite, c'est que le ou la porte-parole doit prendre une question aussi du journaliste étranger. Et en fait, ils savent aussi que si on fait partie de ce groupe, c'est qu'on est entre guillemets vetted, c'est que voilà, on est des journalistes sérieux, qu'on a été voilà. Donc en fait, alors parfois ça arrive, hein, même sous Donald Trump, il prenait beaucoup plus des questions de journalistes qui ne faisaient pas partie de ce groupe mais en gros, ça garantit le fait de pouvoir poser une question. Et donc c'est comme ça en fait, j'ai commencé à me rendre compte, ah oui d'accord, donc pour faire partie de ce groupe, il y a ça. Mais tiens, mais comment ça se fait qu'il y ait des journalistes qui prennent des photos avec Joe Biden ou Barack Obama à la Maison Blanche pour la fête de Noël? Ah, mais parce qu'il faut faire partie de ce truc. Non pas que c'était le but, mais en fait, comment tout ça marche? Ouais. J'essaie de comprendre en fait pourquoi. Ah oui, et puis surtout le dîner des correspondants à la Maison Blanche, le premier auquel j'ai pu aller.
Je crois que j'avais été invitée ou que oui, j'avais une place avec une autre collègue, mais ensuite après moi, maintenant que je fais partie de ce groupe, j'ai automatiquement une place. Enfin, plein de choses. Pour essayer de partir, tout ça, c'est les coulisses. Enfin, c'est voilà. Et du coup, et c'est ça en fait qui m'intéressait vraiment, c'est de comprendre les coulisses de la Maison Blanche. Enfin, c'est quand même, c'est la Maison c'est Blanche. un lieu hyper mythique, hyper symbolique. Mythique, symbolique. Puis Ouais. c'est surtout, c'est là où des décisions cruciales Bien sûr. sont prises. Moi qui ai travaillé en Égypte, je vois l'impact que ça a directement sur tous les pays du monde, évidemment, en France et partout. Donc, du coup, voilà, c'est ça qui me fascinait vraiment. Et du coup, en faisant partie de cette association, oui, d'un coup, j'ai mieux compris comment ça se passait. Et surtout, j'ai pu avoir accès au bureau ovale. Donc, on n'est que quelques journalistes face au président. Enfin, tout ça, c'est... oui, pour une journaliste française, c'est assez unique, c'est extraordinaire. Oui, on est là quand l'info se passe. Je sais pas, il y a quelques semaines après l'ouragan, notamment les tempêtes en Caroline Hélène du Nord, voilà. J'étais dans le bureau ovale en fait quand il a fait une annonce dernière minute. C'était même pas sur notre planning. Et puis voilà, là je l'ai senti. Tu le sens, voilà, seulement fatigué, un peu stressé. Puis il y a quelqu'un qui dit mais en fait vous étiez quand même dans votre maison du Delaware le week-end où ça s'est passé. Non mais je prenais des coups de fil. Enfin, et tout ça, ça aide pour moi à décrire ensuite quand je fais mes duplex à décrire un peu l'ambiance, et puis à mieux comprendre tout ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'était très important. Ce qui se passe au-delà de cette image un peu lisse qu'on peut retrouver. Bien sûr. Cette image Ah oui, idyllique, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Et voir aussi tous les dysfonctionnements, parce qu'il y en a aussi. Oui, j'imagine. Est-ce que tu pourrais en fait expliquer, parce que c'est pas vraiment quelque chose en fait de super palpable quand on a grandi en France. À partir du moment où on est élu, on n'a pas 3 mois de latence, de transition, de choses qui se font un petit peu derrière les rideaux avant en fait de prendre le pouvoir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de tout ça ? De la transition ? Ouais, comment ça se passe aux États-Unis et cette passation. Il y a une période de transition. Donc là, Donald Trump est en train de former ses équipes. On a d'ailleurs vu qu'il a nommé plusieurs ministres avec vraiment des nominations plus farfelues les unes que les autres. Et en fait, les équipes se constituent et ils sont en train de travailler, sur la prochaine administration. Donc, comment mettre les équipes en place, sur quel projet travailler. Par exemple, quelles mesures va mettre en place Donald Trump le jour 1 de sa présidence ? On parle notamment de mesures sur l'immigration, contre l'immigration illégale. Donc, il va forcément prendre, je pense que ça sera Day One, l'une de ses priorités. On parle aussi de tarifs imposés tarifs douaniers contre le Canada et le Mexique. Donc, tout ça, c'est en préparation. Ils préparent pour être, dès qu'ils arrivent à la Maison-Blanche, que tout soit en place. On ne sait pas trop non plus quelle place va prendre le projet 2025 dont on parle beaucoup, sur qui est un peu une feuille de route pas officielle du prochain gouvernement. Et puis, on sait aussi qu'ils vont sabrer. Honnêtement, à Washington, il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur travail parce qu'on sait qu'avec ce soi-disant gouvernement... de l'efficacité gouvernementale. D'Elon Musk. D'ailleurs, je voyais un tweet ce matin de Musk qui disait j'arrive toujours pas à réaliser, ou c'était hier, je sais plus, que ce gouvernement existe avec une émoticône mort de rire. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait, qu'on soit arrivé à à ce niveau de politique et voilà, de ce futur ministre qui est mort de rire en disant, j'arrive pas à croire que que ce gouvernement existe. Est-ce que c'est pas un peu ironique d'ailleurs que le ministère de l'efficacité ait 2 ministres et pas un ? Complètement, ça c'est déjà la première ironie du truc, voilà, pas efficace du tout. Mais c'est vrai qu'à Washington, honnêtement, les gens ont très peur parce qu'il va y avoir des milliers d'emplois a priori qui vont sauter. Il veut forcer le retour au bureau aussi. Mais c'est surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. Donc là, la ville va changer de visage. On va voir la ville aussi changer de visage parce qu'il y a tous les pro-Trump qui vont, tous les gens qui travaillent sous l'administration Trump qui vont revenir vivre à Washington. Il y a certains, en fait, en fonction des administrations, il y a toujours des quartiers un peu plus partisans que d'autres. Et surtout, qui, par exemple, sous les Clinton,
Georgetown était là où les staffeurs et les gens qui travaillaient à la Maison-Blanche traînaient beaucoup. D'accord. Après, sous Barack Obama, c'était par exemple la 14th Street, la 14e rue, où il y avait ça commençait à devenir plein de bars cool et d'endroits sympas. Et là, sous Trump, le premier mandat, c'était Navy Yard, c'est un quartier aussi de Washington. Donc, en fait, on sent la ville changer un peu de visage. Et c'est vrai qu'en fonction des administrations, il y a toujours un quartier où les gens de la Maison-Blanche traînent un peu plus. Voilà, c'est assez intéressant. Mais donc, du coup, oui, ça va être. On va voir à la ville changer de visage et un petit peu, et on sait pas tellement à quoi s'attendre, mais c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui craignent de perdre leur travail, et il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup d'appréhension sur à quoi va ressembler ce mandat de Trump. Enfin, il y a des gens qui pensent quand même à quitter le pays. Évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, mais il y a beaucoup Puis il y a de beaucoup peur. de gens qui avaient dit qu'ils quitteraient le pays en 2016 et qui ne sont pas partis finalement. Oui, non, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que voilà, c'est des implications qui vont avoir à tous les niveaux, même sur la scolarité des enfants, enfin sur plein de choses. C'est vraiment. Mais les gens, voilà, ne savent pas trop à quoi s'attendre, et beaucoup espèrent que ça ne sera pas aussi pire que ceux que ceux Que ce qu'on ceux nous qui craignent, raconte, quoi. ouais, Ouais. bien sûr. D'accord. Et alors, c'est pas la passation, c'est quoi? C'est l'investiture qui se passe le Oui, 21. l'investiture, Ouais. ouais, le 20 C'est janvier. le 20 janvier, donc ça va être la passation officielle, et ça va être le moment où Donald Trump va prêter serment. Il y a une passation officielle donc avec le président sortant qui remet presque les clés de la Maison Blanche en sortant. C'est une cérémonie à laquelle Trump donc avait refusé de participer en janvier 2021. Concrètement, il se passe quoi ce jour-là en fait? C'est juste cette cérémonie, c'est très symbolique. Et c'est officiellement la fin de la transition et ça y est, on rentre, il prend le pouvoir? C'est sur le grand mall à Washington, donc c'est très impressionnant. Il y a des milliers de personnes qui viennent parce qu'il y a les invités officiels et il y a aussi les partisans. D'ailleurs, on se souvient qu'en 2016, Donald Trump avait beaucoup commenté la taille de la foule. Et puis oui, c'est une cérémonie très officielle où on va voir Donald Trump s'exprimer aussi. Il va s'exprimer a priori pendant un discours. Il va jurer sur la Bible, voilà, pendant cette cérémonie, et il va être entouré de sa famille, ses proches, ses conseillers. Normalement, il y a aussi tous les anciens présidents américains qui sont encore en vie, donc on verra s'ils sont, voilà, qui est là. Il y a normalement des membres du Congrès des deux bords, mais pareil, là, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis là, il faut voir est-ce qu'il y aura des contre-manifestations ou pas, parce qu'il y aura souvent beaucoup de partisans de Donald Trump que vont faire les démocrates. Donc il y a encore quelques interrogations autour de cet événement, mais c'est vraiment Washington est bloqué, toutes les rues sont bloquées, c'est un événement extrêmement impressionnant, il y a des écrans géants qui retransmettent la cérémonie. Donc voilà, c'est un moment très, a priori, qui devrait se passer dans le calme, enfin en tout cas en ce qui concerne, de manière pacifique, parce que évidemment l'administration Biden, déjà Joe Biden a déjà reçu Donald Trump au sein de la Maison Blanche après son élection, donc ça c'est un moment important. Ça veut dire qu'il a reconnu sa victoire et qu'il veut vraiment insister aussi sur le fait, on le sent, que voilà, contrairement à Donald Trump, lui, il accepte la défaite, et donc ça va être un moment quand même très marquant, très, très historique, enfin, de voir Biden et Donald Trump côte à côte après tout ce qui s'est passé, et surtout de voir Donald Trump revenir au pouvoir après ce qui s'est passé le 6 janvier. Et ça va être des histoires, et on va sûrement voir Elon Musk aussi dans les coulisses. Enfin, ça va être quand même très, très particulier, des images qu'on n'aurait pas pensé voir il y a encore quelques années. Ça va être un autre style. Encore une redéfinition des codes, quoi. Voilà, une redéfinition des codes et un style tellement différent de ce qu'on a pu assister. Et puis après, en général, il y a un concert, il va y avoir, c'est aussi très festif. Voilà, donc ça va être une journée très importante où il vaut mieux pas prévoir de visiter. On peut venir pour assister de très loin à l'investiture, mais c'est vraiment
je sais qu'en tant que journaliste, même pour arriver à son point de duplex, pour faire le duplex, donc C'est compliqué. quand on s'exprime à la télévision, oui, c'est très compliqué. Toutes les rues sont bloquées, il y a énormément de sécurité. Donc voilà, ça va être une journée très historique qui, on l'espère, sera pacifique. Puis on sait que la campagne Trump n'est pas super open aux journalistes étrangers. Enfin, je vois, pour Oui, couvrir les meetings, on est systématiquement refusé parce qu'on est bien journaliste sûr. étranger. Ouais. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que la demande peut se faire auprès de l'administration Biden ou Trump? Enfin, à ce moment-là, c'est un peu un Et ça, c'est entre-deux aussi. pareil. Ça, c'est une évolution, c'est nouveau. Avant, en 2015-2016, on allait au meeting beaucoup plus Ouais, facilement. Maintenant, comme tu dis, il faut aller dans le public. ouais. Faire 4 heures Donc, de queue pour rentrer. ouais, je pense qu'ils vont quand même faire en sorte que les journalistes accrédités Maison Blanche, ou en tout cas puissent, et encore, finalement, il y a beaucoup d'interrogations. Dans tous les cas, même pour le jour de l'investiture, il y a le pool qui va être très proche. Et puis, nous, on aura des points de duplex avec des prestataires, par exemple Associated Press, AP ou Eurovision, qui eux, ont des points et qui se mettent d'accord en avance avec l'administration Biden, ou l'administration, Trump. la transition. Mais là, ce sera même l'administration Biden qui va aussi gérer Organisé. ça et organiser. Donc, du coup, les journalistes qui peuvent venir faire leur point de duplex avec AP ou autre auront l'accès. Mais oui, D'accord. c'est toute une organisation, oui. Sonia, si tu pouvais revenir un tout petit peu, enfin un tout petit peu ou beaucoup d'ailleurs en arrière, une question traditionnelle que j'aime bien poser aux gens qui passent à mon micro, c'est quel conseil est-ce que tu chuchoterais finalement à l'oreille de la Sonia, peut-être qui débute dans le métier, peut-être qui arrive aux États-Unis, peut-être qui commence à couvrir la Maison Blanche. Ça peut être des choses pro comme perso, mais qu'est-ce que tu aurais envie en fait de te chuchoter à l'oreille? Je pense, je reçois pas mal de sollicitations de jeunes étudiants en journalisme ou qui veulent être correspondants étrangers. Je pense vraiment de se faire confiance. On sait de quoi on sait ce qu'on est capable de faire. On sait aussi c'est aussi bien de savoir nos limites, mais je pense vraiment de suivre sa passion. Je pense, enfin, c'est super de pouvoir faire un métier qu'on adore, qu'on n'a pas l'impression de travailler, même si il y a plein aussi de choses plus difficiles quand on est notamment journaliste indépendante. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais je pense de se faire confiance, de travailler, je pense que quand on travaille pour arriver à quelque chose, en général, on y arrive. C'est beaucoup de travail, mais de vraiment suivre son instinct, ses passions. Moi, on m'avait déjà dit que le journaliste, ça serait compliqué. C'est compliqué de se faire une place. Moi, je viens pas du tout d'un milieu où je connaissais des journalistes. Et en fait, je trouve que voilà, il y a pas de secret, quoi. Quand on travaille, on peut y arriver. Et donc vraiment de pas toujours écouter les conseils plus négatifs, plus prudents. Voilà, c'était aussi, pour certains, c'est une folie que j'aille en Égypte au moment de la Révolution, où il y avait tant de violence, mais c'est aussi ça qui m'a lancée Ouais, dans ma bien sûr. carrière. C'est aussi ça qui m'a permis d'être plus aussi légitime en arrivant plutôt jeune à Washington pour être correspondante. Donc je pense, voilà, de vraiment suivre ses instincts, sa passion et de se faire confiance. Ouais. Eh ben voilà, un super conseil. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toi. Dernière question avant de te laisser partir. Est-ce que tu as des projets à venir? Tu as écrit ton dernier livre en 2020? Je sais pas. Ouais. Écoute, on m'avait proposé d'écrire Kamala Harris déjà. Je l'avais pas fait parce qu'à l'époque, j'étais, encore une fois, je sortais la tête sous l'eau entre le bébé, le Ouais. livre, l'élection, et je voulais À attendre chaque un bébé, petit peu un livre. Ouais, non. Du coup, je pense, c'est encore, une période qui a été où j'ai fait plein de choses en même temps, mais là, je sors aussi un peu la tête de l'eau après cette élection parce que maintenant j'ai un deuxième petit. Il y a plein de choses qui m'intéressent, mais je veux aussi prendre le temps pour moi, pour ma famille. Si j'avais beaucoup de temps, c'est de travailler aussi sur des documentaires. Parce Ouais, que on sent que c'est un j'ai moins truc de que temps, t'adores, mais ouais. c'est un truc que je trouve très intéressant, même si j'aime aussi beaucoup, évidemment, la news, vu l'actu. Et puis aussi, aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a plein de formats. C'est beaucoup plus fréquent ici déjà d'être journaliste indépendant, de faire plein de choses différentes, comme tu dis, d'écrire des livres, faire des documentaires, de la news. Et parfois de faire aussi d'autres choses. Donc voilà,
je vais un petit peu adopter le style américain, je pense, et m'ouvrir, rester ouverte à plein de possibilités. Mais en tout cas, pas de livre tout de suite, non. Je vais essayer de souffler un peu. D'enjoy aussi, de souffler. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Sonia, pour toutes ces explications et pour ce partage. On te souhaite le meilleur pour la suite, du coup, puis on suivra ce que le futur te réserve avec beaucoup d'intérêt. Merci à toi, Anne-Fleur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Sonia d'avoir accepté tout de suite mon invitation. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, à en parler autour de vous. Ça compte énormément, alors merci d'avance. La semaine prochaine, on prend la direction du Tennessee. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Donc c'était vraiment, j'ai vraiment vécu les premières années, je pense, de ma vie et de mon expatriation dans l'angoisse de me faire arrêter, de me faire expulser, alors que, bon... T'avais rien fait Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous adresse encore un grand merci d'être là chaque semaine. Ça compte tellement pour moi et pour mes invités. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt!